Bonjour, voyons maintenant ce qu'est le risque bêta. La notion de risque bêta se rencontre lorsqu'on effectue des tests statistiques et je vous invite à suivre le cours sur les principes de ces tests si ces notions commencent à être éloignées pour vous. Par ailleurs, il serait judicieux et plus logique de connaître le concept de risque alpha avant de passer à celui de bêta. Tout d'abord, le risque bêta est une probabilité. Il s'exprime par un nombre décimal compris entre 0 et 1 ou entre 0% et 100% si vous préférez. Ensuite, cette probabilité exprime un risque d'erreur, elle quantifie le risque de se tromper en affirmant une proposition qui n'existe pas. Quand risque-t-on de faire cette erreur? Nous avons vu qu'un test statistique consiste à tester l'hypothèse nulle et qu'il arrive qu'on ne puisse pas la rejeter car la valeur de la statistique calculée par le test ne dépasse pas une valeur seuil. Mais comme toujours en statistique, on travaille sur des échantillons, et c'est au moment où on décide de ne pas rejeter l'hypothèse nulle qu'on risque de se tromper et de commettre une erreur qui est quantifiée par le risque bêta. Alors on va reprendre un exemple que nous avions déjà utilisé, où à l'issue d'un banquet qui s'est soldé par une épidémie de gastro-entérite, on suspecte la consommation de tomates d'être à l'origine du drame. Alors on compare la fréquence de la maladie, c'est-à-dire les taux d'attaque, entre les mangeurs et les non-mangeurs de ces tomates. Et ici, le test n'est pas concluant, avec un petit p largement au-dessus du seuil des 5%. Conclusion, on ne peut pas incriminer les tomates. Mais est-ce qu'on en est bien sûr? Ne risque-t-on pas de commettre une erreur en disculpant ces tomates, d'autant plus qu'on voit qu'il y a quand même une certaine différence? Ce risque de ne pas conclure, on l'appelle risque bêta. Donc le risque bêta, on l'appelle aussi risque d'erreur de deuxième espèce ou erreur de type 2. Quand on effectue un test de comparaison, l'erreur de type 2, c'est de ne pas conclure à une différence, alors qu'en réalité cette différence existe. En d'autres termes, bêta, c'est la probabilité de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, alors que c'est l'hypothèse alternative H1 qui est vraie. Alors je vous propose une petite analogie graphique de ce risque bêta en reprenant la même illustration qu'avec le risque alpha. Voici un échantillon de carrelage de 25 carreaux avec 12 carreaux bleus et 13 carreaux jaunes, soit 48% de carreaux bleus. Alors voici un second échantillon de carrelage avec 13 carreaux bleus, soit 52% de carreaux bleus. Alors question, ces deux échantillons qui se ressemblent proviennent-ils du même dallage? Ce qui serait en termes statistiques l'hypothèse nulle. À première vue, on aurait tendance à le penser, les petites fluctuations observées n'étant dues qu'à des fluctuations d'échantillonnage. Alors retournons à la boutique du vendeur, où on constate que en fait, ces deux échantillons proviennent de deux dallages différents, l'un composé de 30% de carreaux bleus à gauche, l'autre tirant sur le bleu avec 60% de carreaux bleus à droite. Visuellement, on n'avait pas rejeté l'hypothèse nulle. On ne pouvait pas affirmer que 48% et 52% étaient différents. Et le test statistique n'en aurait pas non plus été capable. L'absence de conclusion sur la différence entre les deux pourcentages nous a fait commettre une erreur de type 2 qu'on commet lorsqu'on rejette l'hypothèse nulle à tort. Alors le grand problème du risque bêta, c'est que contrairement au risque alpha, on ne peut pas le connaître. On ne sait pas calculer les valeurs seuil. C'est la raison pour laquelle on n'affirme jamais une hypothèse nulle, car on ne sait pas quantifier le risque de cette assertion. Alors, une des propriétés fondamentales du risque bêta, c'est d'être lié à la taille de l'échantillon. Plus l'échantillon est grand, plus le risque bêta de ne pas avoir une différence est faible, et inversement. Alors, pour illustrer cela, revenons à nos carrelages. Voici nos deux échantillons de départ qui étaient composés chacun de 25 carreaux, et qui étaient extraits de deux dallages différents, plus jaune à gauche et plus bleu à droite. Augmentons un peu leur taille en passant à 48. Alors, on ne voit pas encore grand chose, mais quand même. Passons à 63, et là on a l'impression qu'une certaine différence commence à apparaître. Augmentons encore la taille avec n égale 104, et là la différence apparaît nettement. On voit que plus la taille de l'échantillon augmente, plus l'acuité de votre perception augmente. Lorsqu'il s'agit d'un test statistique, on dirait que la puissance du test augmente. Mais bien entendu, s'il n'existait en réalité pas de différence, eh bien on ne verrait rien, même en augmentant fortement la taille de l'échantillon. Donc une autre caractéristique principale du risque bêta, c'est d'être lié directement à ce qu'on appelle la puissance d'un test. Plus le risque bêta diminue, plus la puissance d'un test augmente. La notion de puissance d'un test et son impact sur le calcul de la taille de l'échantillon fait l'objet d'une autre vidéo. Alors quelles conséquences y a-t-il lorsqu'on ne rejette pas une hypothèse nulle et donc lorsqu'on ne peut pas conclure? Eh bien de deux choses l'une, soit on a raison car il n'existe aucune différence à détecter, l'hypothèse nulle est vraie,
Soit on a tort, et si on avait eu plus de puissance, on n'aurait pas fait l'erreur. Mais si vous êtes le premier à avoir fait cette expérience ou cet essai, personne ne le sait encore. Donc pour minimiser bêta, il faut se garantir au moment du protocole en favorisant la puissance, c'est-à-dire en augmentant la taille des échantillons. Mais évidemment, ceci se paye par une facture plus lourde. En conclusion, voilà ce petit tableau pour vous situer la place du risque bêta dans un test statistique. Dans la condition où en réalité c'est l'hypothèse alternative qui est vraie, mais si on décide de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, eh bien on commet une erreur qu'on appelle erreur de type 2 ou de deuxième espèce, et bêta est la mesure du risque de la commettre. Si par hasard vous travaillez à l'envers, et si vous n'avez pas encore vu ce qui se passe si c'est l'hypothèse nulle qui est vraie dans la réalité, avec l'erreur de première espèce, je vous renvoie à la vidéo sur ce risque alpha. À bientôt. Voici quelques liens vers les vidéos en rapport avec le risque bêta.